Espace TV, le 22h. Vous êtes 1 million de personnes à nous suivre un peu partout ici en Guinée et à travers le monde. Mesdames et messieurs, merci de choisir Espace et Calac TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, Cellou Dalein Diallo ne lâche pas prise. Il invite ses militants à continuer le combat jusqu'à la reconnaissance de sa victoire à l'issue de la présidentielle d'octobre dernier. Pour lui, il n'est pas question de laisser Alpha Condé confisquer le pouvoir, dit-il en Guinée. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi à Conakry. Une dizaine de coupeurs de routes dans les filets des forces de sécurité à Kindia. L'information est donnée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de la région. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. Et puis notre angle ce soir, mesdames et messieurs, nous amène dans la sous-préfecture de Tounifili, située dans la préfecture de Boffa. Dans cette localité, vous allez le voir, nombreuses personnes vivent dans des conditions précaires et tous ont les yeux rivés sur le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour les tirer de cette situation. Nous sommes mercredi 16 décembre 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité à Espace et à Calac TV. Tout d'abord, le président de l'UFDG ne reconnaît toujours pas la victoire du président Alpha Condé malgré sa prestation de serment ce mardi ici à Conakry. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce mercredi à son domicile de Dixine, Mamadou Cellou Dalein Diallo a exprimé sa détermination à continuer son combat pour la reconnaissance de sa victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Il fustige l'attitude de ses pairs de l'opposition et des institutions africaines et internationales qui ont pris part à cette investiture du chef de l'État guinéen. Suivez ces précisions. Alpha Condé a prêté serment ce mardi pour une présidentielle de la 4e République dont il n'a jamais été vainqueur, déclare Cellou Dalein Diallo. N'empêche, mais il ne reculera pas tant que Alpha Condé ne reconnaît pas sa victoire qu'il a obtenue dès le premier tour de la présidentielle du 18 octobre dernier, dit-il. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de démontrer que nous avons gagné cette élection. Il s'agit de renforcer notre organisation pour imposer le respect de la vérité des urnes et la reconnaissance de notre victoire. Cellou Dalein Diallo dit ne pas être ébranlé par la présence de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la communauté internationale à l'investiture du chef de l'État. Pour lui, ces institutions sont inféodées au parti au pouvoir. Dès lors que les institutions inféodées à Alpha Condé ont proclamé des résultats qui sont loin de refléter la réalité, puisque comme vous le savez, la Cour constitutionnelle n'a même pas cru devoir ouvrir les cartons et examiner les pièces à conviction qu'on lui a données. Pour ses pairs de l'opposition comme Faya Milimono du bloc libéral, Ousmane Kaba du PADES et autres qui ont aussi pris part à la prestation du serment d'Alpha Condé, le président de l'UFDG qualifie leur attitude de nomades politiques qui n'ont pas de position fixe. Il y en a qui ont combattu le 3e mandat avec beaucoup de force et beaucoup de détermination. Il ne faut pas exclure de les voir demain membres du gouvernement d'Alpha Condé. N'empêche la volonté affichée par certains de ses pairs selon l'acteur politique. Le président de l'UFDG a une nouvelle stratégie qui consiste à renforcer son organisation pour le triomphe de la vérité des urnes. Voilà le reportage donc de Justin Leno. Dans son discours, vous le savez, d'investiture hier mardi au Palais Mohamed V, le premier président de la 4e République, professeur Alpha Condé, a décliné ses ambitions pour ces 6 prochaines années à la tête de la Guinée. Un discours qui suscite des réactions dans la cité ce mardi
Notre équipe a rencontré quelques acteurs de la société civile. Gouverner autrement, c'est ce que promet le président Alpha Condé à travers son discours lu hier à son investiture. Mais comment ce discours est analysé dans les milieux de la société civile guinéenne? Nos reporters André Mossi Milimono et Abakar Keke Bangoura ont tendu le micro à quelques acteurs de la société civile guinéenne. Je vous propose de suivre leur reportage. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Nous voulons désormais gouverner autrement. De nouvelles promesses bien garnies servies à la table des Guinéens. Le discours d'investiture du président Alpha Condé promet une nouvelle version de gouvernance pour les 6 prochaines années. Ce n'est pas de la nouveauté, selon Mamadou Silla, qui attend la fin des 100 premiers jours pour tirer les premiers résultats. Quand je vais voir exactement, parce que j'ai vu les 10 ans passés, donc les 6 ans là, s'il y a un changement, on peut savoir. S'il n'y a pas de changement aussi, ça aussi, on saura. Donc, quand même, on l'accorde encore le crédit pour voir, parce que c'est les Blancs, on dit les 100 premiers jours. Quiconque veut changer quelque chose, les 100 premiers jours, on le laisse d'abord dans ça, et puis après ça, peut-être on verra le bilan. Le président Alpha Condé, dans son discours, a promis également d'assainir l'administration et finir avec les pratiques malsaines des membres du gouvernement. Une lueur d'espoir pour cet ancien ministre qui s'est également réjoui de la pensée du président envers les victimes de violences en Guinée. Aux familles qui ont été endeuillées pendant les moments de crise et auxquelles il apporte vraiment sa profonde commisération. Je crois que c'est un autre moment fort. Il a pris des engagements qui sont des engagements forts, qui sont des engagements importants, mais il faut l'aider à accomplir ces engagements. La main tendue du président Alpha Condé aux acteurs politiques n'est pas passée inaperçue. La présidente du parti Pacte salue cette démarche et propose également. C'est lui qui tient le gouvernail. S'il veut gouverner autrement, nous verrons par les actes qu'il va poser. Et ces actes sont extrêmement importants pour apaiser. Je pense notamment à la libération des prisonniers politiques. Ces acteurs politiques souhaitent que ce discours soit réel et concret pour les 6 prochaines années de gouvernance du premier président de la 4e République. On reste dans le même sillage pour dire qu'à Kankan, le président du conseil régional des organisations de la société civile et quelques citoyens ont aussi réagi aux engagements pris donc par le professeur Alpha Condé lors de son investiture ce mardi à Conakry. Dr Lucieni donc a par ailleurs invité le chef de l'État guinéen à poser tout simplement des actes. Suivez. Nous nous engageons à lutter avec fermeté. Le président Alpha Condé a été investi ce mardi 15 décembre dans ses nouvelles fonctions au compte de son premier mandat de la 4e République. À Kankan, le bastion incontournable du parti au pouvoir, les attentes des citoyens du nouvel homme fort du pays ne se sont pas fait attendre. J'attends un changement radical par rapport à la gestion du pays, par rapport à l'application de la loi. Et nous souhaitons que ce ne soit pas encore un discours de plus. Il faut qu'effectivement, dans les faits, les Guinéens sentent qu'on est en train de gouverner autrement, que les deniers publics vont servir à la population, mais pas à une poignée de gens, d'arrivistes. Au primo, nous attendons l'emploi jeune. Au secondo, il y a l'injustice qui circule dans la ville. Nous voulons vraiment, nous, les personnes qui vivent avec handicap, qui fassent beaucoup pour nous, de nous soutenir. Nous ne voulons pas être dans la mendicité. Nous voulons éviter la mendicité. À quoi faisant de nous mettre dans toutes les activités, surtout ceux-là qui ont fini des études supérieures et professionnelles, de faire tout possible de les engager à la fonction publique. Ça, c'est un. De deux, tout le monde ne peut pas être à la fonction publique. Il y a des secteurs privés, n'est-ce pas, qui peuvent nous aider à recruter des personnes qui vivent avec handicap. Depuis quelques années, les clivages politiques ont fortement fragilisé le tissu social
entre les Guinéens. Pour le président du Conseil régional des organisations de la société civile de Kankan, cela doit être l'un des chantiers prioritaires auxquels le chef de l'État doit s'atteler dès après son investiture. Il faut aujourd'hui que ce soit un chantier ouvert par rapport à la réconciliation entre les Guinéens. Le tissu social est sérieusement entamé. Donc ça doit être un de ces chantiers aussi, réunir les Guinéens, les mettre main dans la main pour aller vers la construction du pays et aller vers l'émergence. Ces derniers temps, l'insécurité a pris une proportion inquiétante dans notre pays. Un phénomène qui ne passe pas inaperçu aux yeux de Dr Loucheni Chérif. L'insécurité bat son plein, c'est encore un autre chantier du pouvoir. Il faut que vraiment les populations se sentent rassurées, se sentent en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de criminalité dans nos contrées. Par ailleurs, le numéro 1 de la société civile de Kankan interpelle le nouveau locataire de Séro-Touréa sur les véritables préoccupations actuelles de la population de Nabaya, le fief traditionnel de son parti, RPG Arc-en-Ciel. La première attente de Kankan, c'est ce problème éternel de courant électrique. Il faut que Kankan ait l'énergie. Kankan est traversé par un fleuve. Il est difficile de comprendre que Kankan ait des difficultés d'avoir l'eau au robinet. Donc vraiment, je crois qu'on doit mettre les bouchées doubles pour approvisionner l'eau à Kankan. Reste à voir si ces nombreuses et multiples attentes des citoyens pourraient trouver une issue favorable durant ces 6 prochaines années de gestion accordées au président Alpha Condé à la tête de la magistrature suprême du pays. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Voilà, merci donc Alpha Omar Koïta pour cette correspondance. Toujours dans le chapitre politique, après une journée de mardi partagée entre l'investiture du président de la République et l'appel à manifester du trio UFDG, ANAD et le Front National pour la défense de la Constitution, les activités ont par endroits timidement repris ce mercredi et très activement de l'autre. Pour les citoyens, les grands défis restent toujours donc la paix, la cohésion sociale et surtout l'emploi. Diene Bemba Koulibaly nous en dit plus. Nous sommes au quartier Kisoso dans la commune de Matoto. Ici, les citoyens vaquent désormais à leurs occupations quotidiennes après une journée fériée, chômée et payée à l'occasion de l'investiture du président. Yamori Sano, citoyen, se réjouit de la bonne reprise des activités et invite les Guinéens au calme. Hier, on n'a pas eu le temps de travailler à cause de l'investiture. Aujourd'hui, les choses se sont bien débutées. Nous sommes très contents pour une nouvelle république. Le professeur qui a été réélu hier comme le président de la 4e République. Bon, aujourd'hui, vraiment, nous sommes sortis avec une immense joie dans la rue. Parce qu'on s'entendait après l'investiture que les choses allaient marcher autrement, comme les cas de grève et autre chose. Mais vraiment, aujourd'hui, on remercie le bon Dieu. On a bien commencé la journée et les choses se passent dans les... On n'a qu'à se donner la main pour une Guinée unie et prospère. Sans la paix, rien ne peut avancer. Par contre, cet autre citoyen estime que les activités sont toujours timides pour des raisons politiques. Nous avions repris ça vraiment dans des conditions très difficiles actuellement. Avant l'investiture, vraiment, on peut dire que ça allait très bien, mais après l'investiture, vraiment, ça ne va pas. Avec les manifestations annoncées par l'UFDG et l'ANAD dans la capitale, des citoyens se plaignent du fait que les activités économiques prennent un coup. Dans le reste de l'actualité nationale, affaire donc prétendu détournement de 200 milliards francs guinéens. Et oui, le procès des 3 journalistes est poursuivi pour diffamation par la ministre de l'Enseignement technique s'est ouvert ce mercredi 16 décembre au tribunal de première instance de Kaloum. Si les accusés et leurs avocats ont répondu à la barre, justement, par contre, ni la plaignante ni son avocat n'ont daigné répondre. Rosaline Gauthier-Monemou commente les images d'Abou Koria Kourma. Les interpellés sont Moussa Moïse Silla, Ibrahima Sori Traoré et Youssouf Boundou Silla, respectivement des sites d'information inquisiteur.net, guinée7.com et guinénews.org. Face à l'absence des plaignants, Guinab Dramé et son avocat Maître Dina Sampil, l'honneur est revenu au procureur de se prononcer. Et puisque ce dernier a déjà ouvert des enquêtes sur le même dossier,
Alpha Seni Kamara, qui s'est indigné de la procédure parallèle, a tout simplement demandé le retrait du dossier. Pour lui, ce dossier ne devrait pas être porté devant le même tribunal. Le procureur n'est pas allé par 4 chemins pour dénoncer cette procédure, qui n'en est pas une et qui ne doit pas exister, en raison du fait que son parquet a déjà ouvert une information judiciaire auprès du doyen des juges d'instruction pour enquêter autour du détournement des 200 milliards reprochés à X. Donc pour lui, il ne doit pas y avoir une procédure dans une autre procédure. Vu l'absence de la partie civile, le dossier a été mis en délibéré pour le 22 décembre prochain. Une demande du procureur que les avocats de la défense saluent. Nous sortons de cette audience très à l'aise et nos clients même sont rassurés dès lors que monsieur le procureur lui-même déjà a planté le décor. Le tribunal a mis le dossier en délibéré pour le 22 pour statuer sur toutes les questions soulevées. Et tout en attirant notre attention sur le fait qu'en pénal comme en civil, pour citer, il faut avoir la qualité. Cela nous a donné à réfléchir. Les débats de la prochaine audience seront autour de la forme et le fond du dossier. Les avocats de la défense ont tout au moins émis le souhait de voir le droit triompher dans cette affaire. Le volet recette de la loi des finances exercice 2021 a été adopté ce mercredi par la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Ce budget s'élève à plus de 23 511 milliards de francs guinéens. Bernard Kondono et Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Le projet s'élève pour l'exercice 2021. La Guinée estime ses recettes à 23 511 milliards 643 549 531 francs guinéens. Les travaux en commission et intercommission avec le ministre et les cadres des différents départements générateurs de recettes publiques ont abouti à ce résultat qui est soumis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Après des scènes d'examen de loi, les différents groupes parlementaires ont voté favorable à l'adoption de la loi de finances initiale 2021. Ce projet de loi de finances initiale 2021 est arrêté en recette à la somme de 23 511 milliards. Après adoption de la loi par la majorité des députés, le ministre du Budget se félicite de l'intérêt accordé au projet par les députés et justifie la hausse du présent budget comparativement à celui de l'année dernière. Nous sommes en réforme. Nous nous battons toujours pour optimiser les recettes, dénicher toutes les sources possibles afin que notre taux de pression fiscale soit dans les normes régionales. Parmi les députés, 3 se sont opposés au budget défendu par le ministre devant les parlementaires. Honorable Aboubakar Sidiki Diallo et Oye Beavogui se sont abstenus alors que Mamadou Baba Diko, lui, a voté contre le projet. Lorsque les départements ne font pas suffisamment d'efforts pour augmenter les recettes budgétaires, faciliter au président de réaliser les projets dont les populations sont en attente, c'est que les départements sont en train de trahir l'espoir du président qui les a donné une partie de ses compétences et ils sont en train de maintenir la population dans un système de besoins permanents. Et en tant que représentant du peuple et en tant que soutien ferme du président de la République, je refuse de voter pour ce volet recettes. Après avoir été adoptée par les parlementaires, la loi de finances du volet recettes 2021 a été validée par le président de l'Assemblée nationale. Voilà, merci à Bernard Kondono pour ce reportage. Le phénomène d'insécurité, je vous le disais au sommaire, prend de l'ampleur à Kindia. Oui, à date, selon le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia, 7 coupeurs de route sont aujourd'hui arrêtés et conduits à la maison centrale. Au cours donc de ce entretien, Kamadou Diallo a accordé à notre correspondant. Il est revenu sur le cas du palais de justice de Kindia qui est en construction, il faut le rappeler, une initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé. Aboubakar Silla pour la correspondance.
Voici le palais de justice en construction dont parle le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia. La réalisation de cette infrastructure se situe dans le cadre de projets d'appui à la réforme du secteur de la justice en République de Guinée. Selon ce magistrat, c'est grâce à la politique d'ouverture du chef de l'État que ces palais de justice obéissant aux normes internationales commencent à pousser à travers tout le pays. En plus de la construction de ces grands édifices, il y a l'installation du Conseil supérieur de la magistrature pour contrôler l'activité des magistrats que nous sommes. Il y a la révalorisation du traitement des magistrats que nous sommes. Aujourd'hui à Kindia, le phénomène d'insécurité n'est plus un thème d'actualité. Partout à travers la préfecture, les pauvres citoyens sont victimes d'attaques à main armée, des cambriolages. Face donc à la recrudescence de ce phénomène, le procureur et son équipe n'entendent pas baisser les bras pour traquer les fauteurs de troubles. La délinquance à Kindia, elle existe comme à travers tout le pays, comme à travers tout le monde entier. Mais nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour endiguer ce phénomène à défaut de l'anéantir complètement. À date, dans la préfecture de Kindia, plusieurs coupeurs de route sont aujourd'hui interpellés et conduits à la prison civile pour des fins d'enquête, précise le procureur Amadou Diallo. Aujourd'hui, nous avons au total 7 coupeurs de route qui sont arrêtés. Il y a même un dossier qui polarise l'attention de la population qui va être jugé le 24. Le dossier Madi Ousso Djemalaba, ce délinquant de grand chemin, va être jugé. À Kindia, ces derniers temps, le phénomène d'insécurité prend une proportion inquiétante. Dans tous les sens, les citoyens sont terrorisés. Nous avons reçu la plainte, comme le commande la procédure, nous l'avons orienté à la région gendarmerie de Kindia pour des faits d'enquête et de compte rendu. Nous serons libres d'ouvrir une information, ça dépendra des éléments de la procédure. Nous serons libres également de confier ce militaire, tout comme nous sommes libres de l'envoyer en prison. Des acteurs de la société civile et élus locaux de 5 villes impactées par l'exploitation minière sont à l'école du Foudel. Nous sommes bien sûr à Boké, donc dans le Kakandé. L'échange porte sur l'utilisation judicieuse de ce fonds de développement local. Il s'étend sur 3 jours. Mamadou Kalissou et Ibrahima Sori Kamara pour le commentaire. L'article 130 du Code minier stipule que chaque société minière en phase d'exploitation doit céder 0,5% ou 1% de son chiffre d'affaires à la communauté touchée par l'exploitation. Ce fonds de développement local, une fois débloqué, doit être utilisé à bon escient. Nous souhaitons que ces fonds puissent véritablement aller dans l'intérêt des populations impactées et que ces fonds soient vraiment exploités, financés pour développer des projets réels d'envergure, des projets durables et qui vont changer la vie, le cadre de vie des citoyens impactés par l'exploitation minière. Tous les arrêtés et décrets relatifs au FODEL seront décortiqués. L'exploitation minière engendre d'énormes dégâts environnementaux, sanitaires et socio-économiques. Ces fonds-là viennent en compensation par rapport à cette situation-là. J'encouragerai et je demanderai à la population aussi, après l'obtention de ces fonds-là, de bien les utiliser afin que ça soit bénéfique pour tout le monde. Une dizaine d'acteurs de la société civile et élus locaux des régions minières prennent part à ces partages d'expériences. La 4e édition du tournoi des vacanciers a pris fin ce mardi 15 décembre 2020 au stade du 1er mai de Boké. Cette compétition, vous allez le voir, dotée du trophée Dr Michael Sampou, président de Wakiliansé, a connu la participation de plusieurs clubs informels de la commune urbaine. La finale a mobilisé des acteurs du football à la base, amateurs ainsi que le donateur accompagné d'une forte délégation. Reportage Oumar Sori Kamara et Aïssatou Kesso Diallo. Ce tournoi vacancier doté du trophée Dr Michael Sampou est une initiative du sous-district communal de football de Boké. Il a connu la participation de 16 clubs informels venus des différents quartiers de la commune urbaine. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 74 clubs informels et notre satisfaction est que
Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des jeunes dénichés à travers des différentes compétitions au niveau de la base. C'est une fierté pour le sous-district communal de football qui est en train d'organiser des compétitions afin que Bouquet puisse se retrouver dans l'échiquier national, mais pourquoi pas international sur le plan footballistique. Satisfaits de cette 4e édition, ces encadreurs se réjouissent de la mobilisation des jeunes et femmes tout au long de cette compétition. Et avant d'applaudir pour les enfants, on applaudit d'abord pour les organisateurs et les spectateurs qui sont venus derrière nous. Notre joie, c'est ça aujourd'hui. La première mi-temps a été pratiquement favorable pour nous, mais la deuxième explication n'était pas du tout favorable parce que moralement les jeunes étaient battus et on n'avait pas le choix. Le président de Wakria, Assede Bokeh, donateur du trophée, exhorte aux autorités sportives à accompagner le football à la base afin de pérenniser la relève. Nous sommes là pour accompagner ces clubs informels et pour les faire connaître au niveau de la scène nationale et pourquoi pas internationale, comme ceux qui ont été sélectionnés. Donc c'est de les encourager et leur dire que notre porte elle est grandement ouverte pour pouvoir les accompagner. Tout ce qu'ils ont besoin, ils peuvent passer par le bureau qui est ici localement pour nous demander service et nous sommes prêts car notre plus grand souhait c'est de valoriser les talents de la région, les talents de la préfecture, les talents de Bouquet. Cette compétition qui a connu le sacre de Bekouma devant Casa Sport de Goreil a pris fin par la remise des prix de distinction et d'une somme symbolique aux 2 équipes finalistes. Rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition. Et puis, plusieurs passagers de la compagnie Ethiopian Airlines sont en colère. Oui, ils auraient, vous allez donc vous-même le constater, perdu leur colis à bord de cet avion alors qu'ils étaient des pays différents comme la France, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et autres. Depuis des semaines, ils sont privés de plusieurs services à cause de l'absence de leurs bagages. Leur souhait est de les donc retrouver. À défaut, ils menacent de porter tout simplement plainte. Justin Leno et Mohamed Alousseni Kamara. Kabinet Fofana est l'un des passagers qui aurait perdu ses colis à bord de la compagnie Ethiopian Airlines. Il a pris ce vol aller-retour le 26 novembre dernier pour Paris avec escale au retour à Addis Abeba et à Abidjan. Après son atterrissage à Conakry, son colis n'a jamais été retrouvé il y a 2 semaines. C'est très compliqué parce que le problème c'est que moi je suis là dans le cadre d'un travail, j'ai tous mes documents dans cette valise et je vous assure que le jour où je suis arrivé, j'ai dénombré une dizaine de gens qui étaient dans la même situation que moi. Encore hier, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai trouvé d'autres personnes qui étaient dans les mêmes conditions que moi, qui n'ont pas retrouvé leur bagage. C'est un colis qui serait composé d'habits et de documents administratifs. Kabinet Fofana ne serait pas le seul dans cette situation selon lui. Une déclaration de perte est faite à la SOGEAC et les responsables de cette société disent mener des démarches sans résultat favorable. À ce jour, c'est la compagnie qui gère le dossier. Je suis allé aussi voir le chef d'escale de Ethiopian. Ce qu'il me dit, je comprends en fait pas à travers ce qu'il me dit qu'il n'a aucune solution. Il a envoyé plein de mails, mais c'est très compliqué. Pour mieux savoir dans cette histoire, nous avons interrogé un responsable de la compagnie Ethiopian Airlines. Hors micro, il a expliqué que ces réalités arrivent dans d'autres compagnies et que c'est X qui a l'intention de salir l'image de leur société. La disparition des colis à bord des compagnies aériennes est une réalité que connaissent beaucoup de pays. Les passagers comme Kabinet Fofana est simplement choqué par ce qu'il qualifie de désintéressement de la compagnie dans cette affaire. Il a déjà contacté un avocat et compte porter plainte. Place à présent à notre rubrique, notre angle ce soir qui nous amène, je vous le disais au sommaire, dans la sous-préfecture de Tounifili, située dans la préfecture de Bofa. Dans cette localité, nombreuses personnes vivent dans des conditions précaires. Tous ont les yeux rivés sur le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour les tirer donc de cette situation. Le constat, c'est avec Diana Bangora et Amara Alex Silla.
Nous sommes au cœur de la sous-préfecture de Tunifili, située à 50 km du chef-lieu de la préfecture de Bofa. Elle compte 18 districts pour une population de plus de 33 000 habitants. Il y a Tunifili Centre, il y a Khantata, il y a Birka, il y a Mamia, il y a Tomata, il y a Fulaya. Après ça, il y a Kifinda, il y a Monchon, il y a Mintani, il y a Kanteli, il y a Yogoya, il y a Tambaya. Il y a Fonfo, Kale, Krisili, Tanene. Maintenant, il y a Kinya, il y a Nalokoudé. Une population à majorité agricole, la sous-préfecture regorge diverses plaines rizicoles. Tivili est une zone agro-pastorale qui vit de l'agriculture, l'élevage et la pêche. Surtout l'agriculture, c'est la riziculture qui bat son plein. Puisqu'on a beaucoup de plaines très riches, comme la plaine de Monchon, mais qui est maintenant en dégradation. Ici, les habitants peinent à faire une bonne moisson à cause de plusieurs facteurs. L'inquiétude se lit sur les visages. Le Bagataï, qui est un grenier pour Tunifili, mais qui est coupé de Tunifili à cause du pont qui nous sépare. Si le pont l'a installé, franchement, ça nous donne la chance. Parce que tout Tunifili prend sa nourriture à Bagataï. Mais aujourd'hui, ça a une dégradation, foncée. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant l'eau salée qui rentre, même quand on met le riz, ça ne peut pas évoluer. C'est cette passerelle qui sépare Tunifili Centre de Kumbaya. Comme vous le voyez sur les images, les pliés tendent à céder à cause de sa vétusté. Les habitants de ce district sont obligés de contourner pour rejoindre Tunifili Centre. Cette autre passerelle installée aussi sur le fleuve Kumba sépare Kifinda de Tunifili. Elle ne sert que les piétons. Avant qu'on installe cette passerelle, les gens traversaient à l'aide d'une pirogue. Beaucoup y laissaient leur vie, et des marchandises aussi. Ça, c'était chaque année. C'est la raison qui a occasionné l'installation de cette passerelle en 1996. En dépit de ce manque criard d'ouvrages de franchissement, cette population parcourt des distances pour s'approvisionner en eau potable. Dans ce district de Rantata, seulement 2 hydropompes à pédales ravitaillent les citoyens et d'autres n'en ont pas. Nous avons un problème d'eau à usage domestique. Nous souffrons beaucoup. Tout est au point mort. Nous sommes obligés de nous orienter vers les eaux minérales. L'autre là était en panne. Il vient d'être dépanné. Et je sais que vraiment, vu, n'est-ce pas, le nombre, n'est-ce pas, le nombre de demandeurs, n'est-ce pas, de la population, et je pense bien, le forage qui est dans mon école finira par tomber en panne. Parce que même arrivé là-bas, vous allez voir qu'il y a un caoutchouc qui est là, qui est attaché, n'est-ce pas, pour rappeler, n'est-ce pas, les pistons, n'est-ce pas, de forage. Donc une fois, dès que vous pédalez seulement pour le rappel, il faut un caoutchouc, il faut attacher un caoutchouc pour le rappel. Donc cela veut dire que le forage est en voie, n'est-ce pas, de tomber en panne. Cette vieille ne peut plus faire des activités agricoles à cause de son âge avancé. Elle se tourne vers la vente d'eau pour nourrir ses petits-enfants. Quand j'étais jeune, je cultivais. Je ne peux plus faire cette activité. Mon mari est décédé, certains de mes enfants sont à Conakry et d'autres sont là avec moi. Je me démerde à nourrir mes petits-fils aussi. Ici, certains élèves sont contraints d'abandonner les études par manque de lycée et de collège franco-arabe. D'autres envoient leurs enfants ailleurs pour bénéficier d'une bonne éducation. Ce n'est pas tout. Les mosquées sont également inachevées. La grande mosquée du district de Rantata en est une illustration. Tout ce que veulent ces citoyens, c'est de l'assistance de la part des autorités. Ils espèrent ainsi sortir un jour de cette souffrance.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette édition d'information. Une édition réalisée par Ali Badra Kamara. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par Lamine Sidibé, le très discret, assisté du Cheikh Oumar Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous également qui nous regardez depuis donc Kambalantan. C'est dans la zone minière de Kamsar et partout à travers le pays. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace et de Calac TV. Bonsoir.